régie. Tout de suite, votre invité Eva Soto, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour Eva. C'est déjà la 5e fois que le secrétaire d'État américain se rend en Israël depuis le 7 octobre. Hier, il a rencontré Binyamin Netanyahou et apparemment ça s'est pas très bien passé parce que contrairement aux us et coutumes, le bureau du Premier ministre israélien n'a publié aucun compte-rendu de ces entretiens et Binyamin Netanyahou n'est pas non plus apparu aux côtés d'Anthony Blinken lors de sa conférence de presse. Qu'est-ce qui coince entre Washington et Jérusalem ? Ce qui coince, c'est d'abord des rapports entre Biden et Netanyahou qui ne sont pas bons, et qui ne sont pas bons parce que les vues sur l'ensemble du monde et sur la région en particulier ne sont pas les mêmes, les caractères ne sont pas les mêmes, et puis en ce moment, il y a quand même cette discussion autour des civils de Gaza, avec une pression extrêmement forte désormais des Américains, et Netanyahou sait qu'il ne pourra pas passer outre ces demandes, donc la difficulté est grande pour lui politiquement, puisque politiquement, il se dit de façon de plus en plus forte qu'il n'existe plus à la tête de l'État que à travers cette guerre. Donc pour lui, il y a un pile-aller, puisqu'il faut continuer et pilonner sans cesse. Et pour le monde, en réalité, et même pour l'État d'Israël, il faut que cela s'arrête et qu'on trouve la solution à cette crise. Pourtant, Jean-Éric Brana, la Maison-Blanche fait savoir ce matin qu'à ce stade, elle ne soutient pas de cessez-le-feu. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ce qui coince, puisque la Maison-Blanche n'est pas opposée à la poursuite de la guerre. Anthony Blinken a juste dit qu'il appelait Israël à soutenir l'ONU pour réhabiliter Gaza, où il estime que les pertes humaines sont trop élevées. Bon, mais j'ai du mal à m'exprimer. J'ai pas dit non plus que les États-Unis appelaient au cessez-le-feu. La position américaine est toujours aussi claire. Elle est de rappeler que le 7 octobre est une attaque terroriste, et en cela, l'État d'Israël a le droit de répliquer et d'attaquer le groupe terroriste qu'est le Hamas. Là-dessus, rien de changé. En revanche, il y a des populations civiles qui payent un très lourd tribut autour de ce conflit, et en particulier, et c'est là-dessus qu'insistent beaucoup les Américains désormais, les enfants. Il y a le problème de l'eau, il y a le problème de l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est la position de l'ONU, effectivement, et c'est la position des Américains depuis le premier jour. Souvenez-vous que Joe Biden s'était déplacé en personne dans la région pour délivrer ce message, quand il disait à Netanyahou: attention, ne faites pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre, à savoir, nous, les Américains, nous étions perdus dans le désir de vengeance. Mais le désir de vengeance a ceci de très compliqué, c'est qu'on ne prépare pas le plan B, c'est-à-dire la sortie de crise. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Les Américains, d'ailleurs, travaillent sur cette sortie de crise avec l'ensemble des acteurs de la région. Justement, c'est vrai, c'est peut-être sur cette sortie de crise que ça coince, et ça coince d'autant plus que Joe Biden est actuellement en campagne, en tout cas parce que la campagne pour la présidentielle américaine a été lancée. C'est ça aussi qui pèse dans la balance, dans la prise de position actuelle de la Maison-Blanche ? Oui et non, c'est vrai que la campagne est lancée, mais on a encore 300 jours avant l'élection. C'est vrai aussi que Tsahal annonce que la guerre sera très longue. C'est bien là-dessus que les Américains veulent peser pour qu'elle ne soit pas aussi longue qu'il est dit. Donc les rencontres bilatérales nombreuses de Blinken de ces derniers jours, et celles qui vont encore arriver avec l'Égypte, permettront, j'espère, de débloquer un petit peu tout cela. De toute façon, il va falloir trouver cette sortie, comme je disais. Alors, celle dont les Américains ne veulent pas, c'est celle qui avait été proposée de déplacer des populations sur certains pays africains. Celle-ci est insupportable pour tous les acteurs de la région. Et tout à l'heure, on a eu l'ancien ambassadeur d'Israël en chronique qui nous a expliqué que ça, c'était surtout des rumeurs, mais ça ne repose sur rien, ce type de propos.
Oui, mais moi je veux bien entendre tout cela, ça c'est du langage diplomatique. Enfin, ça a été quand même, évoqué. Les pays, en question, avaient, si je ne me trompe pas, expliqué qu'elles accueillaient, l'aide qui était apportée, avec plaisir. Tant mieux si c'est repoussé et il faut le prendre comme tel, mais les Américains avaient réagi, très vite sur cette, solution qui, faisait, enflammer, les anti, israéliens ou les pro-palestiniens aux États-Unis et donc fallait absolument évacuer cette solution très rapidement pour pouvoir espérer un peu de calme. Jean-Éric Brana, le lancement de cette campagne présidentielle, c'est aussi un lancement avec Donald Trump, tout ce qu'est Donald Trump, notamment sa personnalité. Il s'est rendu à une audience à la Cour d'appel fédérale de Washington et il souhaite obtenir une immunité pénale en vue de ses divers procès et il a prédit le chaos aux États-Unis si cette immunité lui est refusée. Est-ce qu'il faut craindre un nouveau Capitole ou des manifestations violentes aux États-Unis si Donald Trump, sur décision de justice, ne peut pas se présenter? Non, c'est même assez triste d'ailleurs qu'un responsable politique, a fortiori ancien président et qui aspire à le redevenir, appelle au chaos dans son propre pays. Non, il n'y aura pas de chaos, tout simplement parce que désormais les supporters de Trump, autant peuvent-ils grommeler dans leur coin ou ne pas être contents ou se déverser sur les réseaux sociaux, autant ils ont été jugulés, ne serait-ce que parce que les groupes organisés, à savoir les groupes suprémacistes comme les Oath Keepers ou les Proud Boys, désormais ont été décapités, si je peux m'exprimer avec un mot aussi violent, puisque leurs chefs sont en prison. 1270 arrestations, 860 qui ont plaidé coupables pour une insurrection, 470 qui sont en prison aujourd'hui. Ben, croyez-moi, ça fait quand même réfléchir tout un chacun quand il s'agit de passer à l'acte ou d'aller manifester un peu violemment. D'ailleurs, Donald Trump les a appelés, ces personnes arrêtées dont vous parlez, les a appelés des otages. Oui, oui, c'est là aussi, c'est dramatique hein, d'attaquer ainsi la police et la justice de son propre pays en expliquant que c'est une république bananière, que ces gens-là sont des otages, ils ont commis des actes violents, ils sont passés dans un état de droit devant un juge avec un jury et en ayant droit à une défense. Franchement, Donald Trump ne s'honore pas avec Le tableau que vous nous dressez, ça veut dire que Jean-Éric Brana, d'après vous, Donald Trump ne pourra pas se présenter? Alors pas du tout, je n'ai pas dit cela et je crois même qu'il va se présenter. Je crois qu'il est déjà gagnant. Vous savez, il faut 1215 délégués pour être sélectionné candidat au Parti républicain. On a le 5 mars ce qu'on appelle un Super Tuesday, donc 12 États qui votent en même temps. Il arrivera déjà quasiment à 1000 délégués et une semaine plus tard, il fera, ou plutôt 2 semaines plus tard, le 19 mars, il fera le grand chelem, c'est-à-dire 1400 délégués et il sera candidat dès le 19 mars alors que la primaire va jusqu'au mois de juin. Vous voyez à quel point je crois en ses chances au sein du Parti républicain. Jean-Éric Brana, juste dernière question. Que ce soit un républicain ou un démocrate qui soit finalement élu à la Maison-Blanche, est-ce que ça changera quelque chose dans le soutien par rapport à Israël? Ah, excellente question et la réponse elle est très claire. Non, ça changera rien du tout. D'abord parce que les membres du Congrès soutiennent comme un seul homme, j'ai envie de dire, Israël, et rien n'a changé en réalité. Israël reste la puissance démocratique dans la région, celle sur laquelle on peut s'appuyer, mais surtout la population américaine soutient Israël. Les sondages sont là-dessus extrêmement éloquents. 42% soutiennent totalement ce qui a été fait dans l'aide à Israël, mais 45% souhaiteraient que ça aille encore plus loin. C'est-à-dire on est à plus de 85% qui soutiennent Israël et les 12% qui en réalité soutiennent les Palestiniens ou on va le dire le Hamas ne sont que les plus jeunes, puisque là, il y a une fracture générationnelle extraordinaire. Ce sont les moins de 24 ans, c'est très précis, et la plupart d'entre eux ne votent pas. Donc, ça va pas changer quoi que ce soit dans l'aide à Israël, que ce soit Trump ou Biden. Le résultat sera le même pour ce qui concerne l'aide à ce pays. Merci beaucoup Jean-Éric Brana pour ces éclairages. Merci d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Radio J. Bonne journée. Merci beaucoup Eva Soto qu'on retrouve bien sûr tous les matins sur Radio J, qu'on retrouvera tout à l'heure dès 9h pour un nouveau point sur l'information. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos chroniques et nos interviews en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube.